Ouais, allô Hugo. Louis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai chuté à vélo cet après-midi. J'ai peur que ce soit compliqué de partir demain, là j'ai très très mal à la hanche. On fait quoi du coup? On le tente quand même. On est parti pour un tour des Alpes françaises de 800 à 900 km sur une semaine. On avait prévu des étapes d'environ 120 bornes et 2500 mètres de D+, en moyenne. Pour moi, c'est royal. Les Alpes, ça commence littéralement au pas de ma porte, à Chambéry. Oui, enfin, les pré-Alpes. Les Alpes, les vrais, on les a gardés pour la fin du parcours. On a attaqué par ton col fétiche, le col du Granier, que tu avais déjà dû monter au moins 20 fois cette année. Oui, tu es pas loin du compte, Hugo. On nous appelle les joueurs du Granier. Après nos 18 premiers kilomètres, on arrive donc au sommet de la première difficulté du jour, le col du Granier, altitude 1134 mètres, au bas du magnifique Mont Granier, bien entendu. On attaque le second col de la journée, le col du Cucheron, sous un soleil de plomb. Il est raide, il est dur. La station du Planolé, au col du Cucheron. Et je viens de me rendre compte pendant la montée que sur ma checklist où j'avais tout bien noté, j'ai oublié de prendre des sous. Bon, ça c'est un peu con quand même. Mais heureusement, le chef Hugo est là pour me dépanner, donc ça c'est cool. Et c'est l'arrivée d'Hugo au sommet du col du Cucheron à 1140 mètres. Bravo Hugo, deuxième col de la journée. À Saint-Pierre-de-Chartreux, je réajuste légèrement mes bagages, puis on a pris le temps de nous restaurer avant de terminer la traversée de la Chartreuse par l'ultime col de la trilogie, le col de Porte. Contrairement à d'habitude, c'était très tranquille et il y avait peu de circulation. Allez, 13h, c'est l'arrivée au col de Porte, donc ça fait un peu moins rêver. Pas plus de monde. Et troisième col de la journée, 2000 de D+, déjà. On descend ensuite par le petit village de Quai en Chartreuse. J'ai trouvé que la route était étroite, sinueuse et raide. Je suis donc descendu sur les freins. Moi, Hugo, mes soucis étaient ailleurs. Il fallait absolument que je trouve une pharmacie parce que j'avais peur de perdre mon bras droit. J'ai tenté de te rassurer, mais peine perdue. Bon, finalement, le pharmacien était du même avis que moi. Tu pouvais continuer. Direction le Vercors, et plus précisément le col de la Croix-Perrin par Sassenage et Engins. On arrive sur mon terrain de jeu quand j'habitais à Grenoble. Quel plaisir d'y revenir quasiment un an après. Grenoble au niveau piste cyclable, les gars, vous avez fait du bon boulot. On repart de Sassenage pour la dernière montée vers Lens-en-Vercors, puis Autran et Méaudre. Là, on pense que ça va être l'enfer, là, il est 15h, il fait très très chaud. Mais bon, j'ai un nouveau pansement, donc ça c'est chouette. Et apparemment, c'est pas très grave. On attend le bus. Petit hippo pour Hugo dans la montée finale. C'est tout ce que j'ai trouvé pour lui piquer ses gâteaux. Là, c'est bien sympa, là, on est à l'ombre, au plat montant. C'est chouette. Mis à part une petite fringale, j'ai plus apprécié cette montée que celle de Saint-Nizet-du-Moucherotte que j'avais effectuée l'an dernier, où la chaleur et les forts pourcentages m'avaient liquéfié. L'entrée dans le Vercors, c'est toujours magnifique. En plus là c'est tout vert, c'est la belle saison. Allez, après 3000 de dénive, c'est l'arrivée au col de la Croix-Perrin. Il y a beaucoup de vent, ça souffle fort. Il est temps d'arriver. Yes mon Hugo, les 3000. On est descendu très tranquillement jusqu'à Méaudre pour poser le bivouac, au pied des remontées mécaniques. Bon Hugo, on va manger sur la table là du coup. On se fait un petit apéro, ça te va? Pourquoi sur une table? En effet, bonne question. Alors ce soir c'est Hugo qui a placé la tente pendant que j'allais me laver. Il a eu une très très bonne idée. Comme ça, demain si le télésiège redémarre, on est juste en dessous. C'est parfait. C'était vraiment à tout point de vue une très très belle journée de vélo. Là j'avais quelques douleurs à mes plaies, notamment celle du bras qui me lançait énormément. Mais j'étais assez confiant après avoir passé cette grosse première journée. Demain devrait être plus tranquille avec plus de kilomètres mais un dénivelé bien moindre. À demain! Jour 2 au départ de Méaudre. Il fait grand soleil. 8h30, départ. À quelques minutes près, de même que les jours suivants. Ce matin-là, en partant, on a eu l'impression qu'on allait avoir chaud, mais on a vite déchanté dans la descente des gorges de la Bourne. Et quand on est arrivé à la boulangerie de Saint-Aignan-Vercors, là, il faisait carrément froid.
Petite pause photo. Avec gorge de la Bourne. Première partie du parcours que je connaissais pas sur les plateaux du Vercors. C'est très très joli, bon c'est un peu couvert mais c'est quand même bien sympa. Un petit bout de... L'ascension du col de Rousset était presque une formalité depuis le plateau du Vercors. On arrive au col de Rousset avec Hugo. Pour la première fois, le temps est un peu mitigé. Sommet du col, c'est le cas de le dire. Un peu mitigé. Et on espère que ça va se découvrir dans la descente, parce qu'il paraît que c'est très très beau les lacets de Rousset. Cela s'est bien découvert, mais malheureusement, on s'est fait surprendre par le vent dans la descente sur le versant de la Drôme. C'est clair, avec mes sacoches, j'avais une énorme prise au vent à l'avant et les bourrasques me faisaient parfois perdre le contrôle et rouler au milieu de la route. C'était vraiment impressionnant et parfois même flippant. On passe pas un très bon moment dans la descente, il y a beaucoup de vent. C'est assez terrible là. Sur la fin de la descente, on a repris le contrôle avant d'arriver à Die. Et là, on a croisé mon ami Thomas qui pédalait justement dans la région. Un moment bien sympa dans le centre-ville de Die. Ça serait tellement bien de rouler comme ça jusqu'à la Motte Chalençon. Ouais, mais cette route elle va pas à la Motte Chalençon. Ah. Ouais, un peu, hein. Ouais, ça aurait été pas mal d'aller à la Motte Chalancon par cette route plate et droite. Allez Hugo, j'adore Thomas, mais on a encore 2 cols à monter et avec cette chaleur, ça va pas se faire tout seul. Ouais, t'as raison, en plus j'étais en pleine digestion, j'ai bien souffert dans le col de Paix. Là on est dans le col de Peine. Oui, il sent plus. Le bikepacking, c'est un avantage, c'est que maintenant je connais par cœur les valeurs nutritionnelles des biscuits gerblés. Avec l'arrivée d'Hugo en sprint au col de Peine. Bonjour. Drone ? Oh yes. Hey. Perso, au niveau paysage, j'ai adoré le sud de la Drôme. De mon côté, je n'étais affecté ni par la descente, ni par la chaleur ce jour-là. Et moi j'ai repris du poil de la bête, direction Saint-Nazaire-le-Désert, avant l'ultime col de la journée, le col des Roustans. Ce col, il était vachement long pour peu de dénivelé finalement, c'était assez usant. Allez, donc 10 km de montée encore. Et après 10 bornes de descente, on sera enfin arrivé. Il faudra trouver le lieu de bivouac, faire les courses, se laver. Bref, la journée n'est pas finie. On arrive au dernier col de la journée, le col des Roustans. Hugo arrive juste maintenant. Allez Hugo en danseuse, les 100 derniers mètres. Allez. Après un bout de descente dans lequel on n'a pas mis un coup de pédale, on a posé le bivouac à la Motte Chalancon. Chalancon, Louis. La motte Chalancon. Oui, pardon, la Motte Chalancon, où on s'est abreuvé, restauré et même lavé dans le cimetière du village. Second bivouac en 2 jours, donc je suis crevé et mon manque de sommeil à cause de mes blessures m'inquiète pour la suite. Le 3e jour sera décisif. Allez, 3e jour et petit arrêt dans une boulangerie pour commencer la journée. Il est 8h30 et du coup on a 130 km de prévu aujourd'hui jusque Thoar. C'est le 3e matin et on a tous les deux souffert pour sortir du duvet. Et oui, on vous l'avait peut-être pas dit, mais on a emmené tout le nécessaire pour bivouaquer. Tente, duvet, matelas, casserole et toutes ces petites choses auxquelles on ne pense pas immédiatement mais qui pèsent leur poids. La journée a vraiment débuté par le col de Rossa, un peu long au vu du dénivelé, un peu comme le col des Roustans. La pente était pas si terrible, mais au contraire de la veille, on était dans la forêt et il n'y avait pas grand chose à voir. Après la descente sur
Val d'Rôme, on a attaqué le col de Carabès, accessible sur le papier, mais qui nous a surpris par son profil très irrégulier. Col de Carabès. Les Carabès touilles. Col de Carabès, 10 bornes, 400 mètres de dénivelé annoncé. On pensait que ça allait être du gâteau, mais il est quand même très compliqué, c'est très irrégulier. Des gros radars, donc c'est plus difficile qu'on ne le pensait. On arrive au sommet du col de Carabès. Ça a été compliqué pour basculer dans les Hautes-Alpes, le plus beau département de France. On était content d'arriver en haut, d'autant plus que la journée n'était pas finie, puisqu'une fois dans les Hautes-Alpes, on devait encore redescendre vers la Durance avant d'attaquer le col de Fontbelle en plein après-midi. Et oui, direction Sisteron par la nationale. Heureusement, dans le sens opposé des bouchons. On a filé comme des balles parce que j'avais pas envie de fondre dans Fontbelle. Après quelques relais sur un tracé globalement plat, on arrive à Sisteron sous une chaleur étouffante et on prend une petite pause avant les 1000 mètres de dénivelé qui nous attendent. Santé? Oui. On est où là? À Sisteron. Ce soir-là, on est reçu par Eric et Sophie, deux férus de vélo qui nous ont d'ailleurs rejoints dans la montée de Fontbelle depuis leur village de Thoard pour nous accompagner sur la fin de l'étape jusque chez eux. C'est bon le vent dans le dos. Ouais, c'est bon. Putain. Col d'Isop. La montée ainsi que la descente depuis le col d'Isop sont passées très vite en discutant et en roulant à un bon rythme, tout comme la soirée, agréable, reposante et surtout consacrée au partage de notre passion commune. On tient d'ailleurs à remercier Sophie et Eric pour leur accueil chaleureux dans un des villages les plus festifs de France. Trop bien. On se retrouve donc demain pour la plus longue étape du périple, entièrement dans les Alpes de Haute-Provence, en direction de Barcelonnette. Et c'est parti pour le jour 4, direction Barcelonnette. On est parti de Thoard à la fraîche et on n'a pu que constater que ce soleil, si agréable pour nous, n'en était pas moins dévastateur dans la région. Le manque d'eau y était criant et on l'a remarqué tout au long de notre périple. On a alors pris la direction des Grandes Alpes et du col d'Alos. La pause s'impose. Sur les conseils de nos hôtes de la veille, on a adapté le parcours pour y inclure la route splendide et déserte du col du Défend. Ouais, je suis en dur là. Heureusement qu'il y a Hugo devant là qui me tire. Parce que les jambes ne répondent pas aujourd'hui. Là Hugo. Ah Louis. Un peu dur aujourd'hui. Pas te mentir. Allez, le col de Défend.
passé notamment par Lambrouis, Thorame Basse et Thorame Haute, avant de remonter le Verdon en direction du mastodonte de la journée. Je ne sais pas ce qu'en pense Hugo, mais ce fut pour moi parmi les plus beaux kilomètres de ce voyage. Des paysages verdoyants, un lac, des petites routes de montagne, tout était réuni pour un beau moment. Mis à part les quelques gravillons qui se sont logés dans mon étrier, je suis tout à fait d'accord avec toi. Allez, 20 km jusqu'au col d'Alos. On donne tout. Avant d'attaquer le col d'Alos, il y avait quelques dizaines de kilomètres de descente puis de faux plats. On n'a eu aucun mal à remonter la vallée, mais un ravitaillement s'est imposé avant le final du col. Bon appétit. Ça y est, je crois bien que c'est le début des Grandes Alpes. Col d'Alos. Le premier des 5 mastodontes qu'on a décidé de monter. La fou d'Alos, 7 km avant le sommet. J'ai dit à Hugo d'y aller parce que je suis vraiment pas bien là. Je vais y arriver, hein, mais doucement, à mon rythme. La luge d'été. C'est beau la montagne, hein. Tout est bon pour le business, hein. Louis arrive environ une minute après moi. J'étais vraiment heureux de retrouver cette sensation de gravir de haut col alpin en arrivant au sommet. On ne s'attarde pas trop en haut en raison du vent et on plonge rapidement dans la descente. Et quelle descente, 16 km de plaisir pour rejoindre la plus belle vallée de France, la vallée de l'Ubaye, représentée par Barcelonnette. On s'est ravitaillé à Barcelonnette avant une nuit au camping, une nouvelle fois bien méritée au vu du profil de l'étape du jour. À demain pour le retour dans les Hautes-Alpes. Hey. Salut. Oh, j'ai une bonne tête là, je pense. Je sens les cernes là. L'indispensable pour bien démarrer la journée. Le Riou sec qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Bon, ce 5e jour, c'est celui que j'ai redouté le plus avant de partir. Mais c'est finalement celui où je me suis senti le mieux, car mes jambes ne m'ont pas trahi, au contraire. C'est vrai que cette étape sur le papier, elle faisait peur, avec deux géants de la route des Grandes Alpes pour rejoindre Briançon, le col de Vars et le col d'Izoard. Et là, Hugo, j'avais pas envie de me prendre la pluie annoncée pour le soir. C'est pour ça qu'on a roulé fort sur le plat, en direction de Josier, puis sur le faux plat vers Saint-Paul-sur-Ubaye, au pied du col de Vars. Ensuite, on a fait ce qu'on a pu dans les pentes à 10%. Ce col a beau être difficile, on s'est bien laissé aller et on y a pris beaucoup de plaisir sans souffrance. C'était ma 4e montée du col de Vars, et bien que ce fût la plus difficile, puisque c'est le versant le plus raide, qui plus est avec des sacoches, ça a de loin été ma préférée. Passé le col, on a filé vers Vars-les-Clos, puis Guillestre, avant de remonter les gorges du Guy, dans le Queyras. D'ailleurs, cette 5e étape représentait 2 étapes de la route des Grandes Alpes qu'on avait faites il y a 2 ans. Ça montre le chemin parcouru, d'autant plus qu'à l'époque, on portait pas autant de bagages. Et même dans le sens inverse, c'était tout aussi beau. D'ailleurs, je vous renvoie à notre vidéo de la route des Grandes Alpes, dont le lien se trouve en haut à droite. Et Louis, là à ton avis on est à l'intérieur ou à l'extérieur? Oui. Monsieur et madame O'Hare ont une fille. Lisa. C'était Élise. Bonjour Louis. C'est que ça monte par ici. Comme le suggère Hugo avec ses blagues, on a ensuite attaqué le col d'Izoard dans la joie et la bonne humeur. Il y avait personne dans la montée, je l'ai super bien vécu parce que les jambes étaient au taquet. Moi, un peu moins.
j'étais plus en super forme. La fin après Brunissard m'a paru super longue. Heureusement qu'on passait par la magnifique casse déserte. Et il reste 1 kilomètre. Oh, c'est dur. Putain, Isoard, déjà sans les sacoches, c'est dur, mais alors, avec les sacoches. On est quand même arrivés tous les deux au sommet et tu t'étais refait une santé. Oui, et à ce moment-là, on n'avait toujours pas pris la pluie qui n'a heureusement commencé à tomber qu'avril ensuite. Et après quelques courses, il ne nous restait plus qu'à planter la tente à quelques kilomètres du col de Montgenèvre que l'on avait prévu de franchir le lendemain pour passer en Italie. Alors qu'on filme un moment de vie avec Hugo qui nous tranche le saucisson. Le trancheur de saucifleur. Quel bonheur d'être posé là, il est 18h, c'est la première fois qu'on arrive aussitôt. Salut chef, 6e jour. Jour international. Et oui. Puisque c'est aujourd'hui qu'on bascule en Italie. En plus. Et top à la vachette. Allez, la température descend encore, 3,6 degrés. On va bientôt geler sur place avec Hugo. Ah là, c'est même difficile de parler, quoi. Salut à toi, jeune entrepreneur. Est-ce que comme moi, tu souhaites rouler en Porsche toute ta vie dans cette magnifique voiture ou plutôt rouler à vélo comme un bouffon toute ta vie? Alors, je pense que la question elle est vite répondue. Donc, suis-moi. Ma formation ne coûte que 300 € par jour. Je t'attends. À bientôt. Hugo, c'était pas le col de Montgenèvre ça? Et non, souviens-toi qu'on a été pris d'une belle inspiration hier en modifiant notre itinéraire au profit du col de l'Échelle, bien moins passant et serpentant à travers la magnifique vallée de la Clarée. C'était peut-être une bonne idée. En attendant, il faisait moins de 3 degrés à l'ombre en fond de vallée et ça caillait sévère. Heureusement, le soleil est sorti au moment où je commençais à plus sentir mes doigts, et la montée a fini de me réchauffer. Tout chose sur Bardonèche en Italie. Et un petit ravito plus tard, on descendait le Val de Suse sur une quarantaine de kilomètres avec le vent de face. Là, je me suis pas mal entamé parce que je te cache pas que j'avais un peu sous-estimé la difficulté de ce qui nous attendait. Parce que ce qui nous attendait justement, après Suse, c'était le col du Mont-Cenis, près de 25 km à 7%. Ta gueule! Il fait chaud. Ça contraste un peu avec ce matin là, l'amplitude thermique est importante. Défonce pour être dans le champ. Ouais. Retour en France, retour en région Auvergne-Rhône-Alpes, à la maison. Croyez-moi, c'était long, mais long. 3 heures de montée avec les sacoches. Mais on a été résilients et on a fini par y arriver, comme toujours. Et après tant d'efforts, on s'est pas interdit un petit plaisir tout en haut. Ça se mérite. Bon, à un moment, il a fallu penser à redescendre parce que, mine de rien, il faisait pas chaud en haut, Hugo. J'ai proposé à Louis de faire un détour par l'Iseran pour la dernière étape. Mais bizarrement, avec ses jambes du jour, il n'était pas hyper chaud. On allait donc s'attaquer le lendemain à la longue descente de la Maurienne direction Chambéry. Ce dernier soir, ce sera une nuit dans un camping qui aura ouvert pour nous deux uniquement, une sorte de bivouac de luxe. Tu peux dire un truc en lien avec le voyage? Bonjour, j'ai faim, je suis fatigué. Et j'ai hâte d'arriver demain soir, même si ce voyage est extraordinaire. Dernier soir également à panser mes plaies,
en mode dégradé. À demain pour la fin du périple. Bon, là, on dormait au sec. Mais quelle ne fut pas notre surprise de nous réveiller sous la pluie. Envole-moi, loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi. Dernier jour, on s'est lâché. Enfin, surtout Louis. Ce matin-là, j'étais à la fois heureux de rentrer à la maison, mais aussi un peu nostalgique que ce périple se termine. Heureusement, la météo nous a évité de trop y penser. On s'est en effet pris la flotte, au kilomètre 7,2 très précisément, et on était déjà trempé peu après Ossois, la seule montée de la journée. Là, on vient de se prendre une belle averse dans la descente d'Ossois, mais on a une belle récompense en face de nous. Un bel arc-en-ciel là. C'était une bonne idée de faire un détour par Ossois, Hugo. Mais je t'avoue que la descente sous la pluie, c'était pas mon kiff. Une paire de chaussons, aux pommes, plus tard, on est reparti de Modane. Et là, on n'a peu eu le temps de se poser trop de questions. Oui, car la pluie nous a accompagnés sur une grande partie de la descente de la Maurienne. Et même si au début on faisait quelques pauses pour enlever puis remettre les kawaii, on s'est finalement résigné à les garder jusqu'au bout et à contourner malheureusement le dernier col que nous avions prévu, le col du Grand Cucheron. Au moins Louis, ça me fera un prétexte pour revenir dans la région. En tout cas, sur les 60 derniers kilomètres, on a enchaîné les relais sans une pause à 32 km/h de moyenne, en totale rupture avec l'esprit de notre voyage. Fin du monde et j'ai plus rien à boire. Bilan. En 7 jours, on a gravi 16 cols, parcouru 840 km pour un total de 15 500 mètres de dénivelé positif. Une très très belle chevauchée dans les Alpes. Un beau dépaysement en belle compagnie, qui en appelle d'autres, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. A bientôt. Yes, plus que 25 bornes. Allez là, on envoie.